Bonsoir à toutes et à tous pour ce premier point de marché de l'année 2022. Donc bah, écoutez, je vous souhaite une très très bonne année 2022 et on commence ce premier point de marché avec la question: est-ce qu'il s'agit du bouquet final avant la chute, hein? Je vous avais fait une vidéo en fin d'année dernière, en fin d'année 2021, sur les tops et les flops, hein, de l'année 2021. Et évidemment, parmi les tops, hein, il y a eu les marchés boursiers, notamment les marchés boursiers européens, français notamment, et américains qui ont eu une année 2021 en fanfare, hein, plus 30% pour le CAC 40. Et effectivement, la question est de savoir si cette semaine a été marquée par ce qu'on appelle le bouquet final. C'est souvent en fait une forte envolée qui précède la descente. Alors justement, on va aborder ce sujet. Alors je commence, hein, par les disclaimers, hein. Je vous laisse le soin de faire une copie d'écran. Alors, résumé de l'actualité. Alors l'actualité, c'est en gros c'est deux thématiques, hein. On a l'actualité sanitaire, hein, qui n'inquiète plus tant que ça, hein, même si on a 300 000, 400 000 contaminations par jour. Les marchés commencent clairement à penser que finalement Omicron sera la dernière vague du Covid, en tout cas la dernière vague préoccupante du Covid, et que quelque part ce variant allait permettre finalement allait constituer une sorte de vaccin naturel à la population. Donc plus le nombre de contaminations d'Omicron augmente, visiblement, et mieux c'est, mieux cela est perçu par le marché. Alors évidemment, nos dirigeants vont pas appeler les gens à se contaminer les uns les autres aux variants Omicron pour atteindre l'immunité collective, mais visiblement, on sent bien que voilà. Alors en France, on est un peu plus, voilà, on n'ose pas trop, voilà, on est un peu pudique, on va dire. On n'ose pas trop appeler les gens à se faire contaminer aux variants, mais clairement, par exemple en Angleterre, voilà, enfin, la politique de Boris Johnson est clairement de laisser le virus circuler dans la population pour justement créer cette immunité collective, un peu comme une sorte de vaccin naturel. Alors par contre, là où c'est plus gênant, c'est l'inflation qui continue d'augmenter, hein. En Europe, on a atteint un plus haut d'inflation, à plus de 5 d'inflation, un plus haut depuis 25 ans. Et on commence à observer une certaine fébrilité, voire une certaine panique, hein, chez les banquiers centraux qui voient l'inflation déraper. Alors, je vous en ai parlé, hein, c'est un thème qui revient, hein, depuis maintenant plusieurs mois. Euh, Moi, je fais partie des personnes, hein, qui pensent que l'inflation est un problème sérieux. Beaucoup de personnes pensent cela, mais c'est important, c'est toujours important de euh, voilà, d'écouter les personnes qui ne sont pas forcément d'accord avec nous. Moi, en tout cas, vous voyez, je les écoute et j'ai même interviewé une d'elles, hein, donc l'économiste Diego, qui travaille chez Atlantico, qui clairement pour lui pense que l'inflation n'est pas du tout un problème, et que l'on va plutôt vers une déflation. Alors, il ne s'agit pas, hein, pour moi, de faire un débat, il s'agit juste de faire ces scénarios, de construire ces scénarios d'évolution de la croissance, de l'inflation, et de mettre en place des stratégies patrimoniales pour profiter au mieux des scénarios, hein, de son scénario central, sans forcément perdre sa chemise si un scénario adverse venait à se produire. Alors on va passer maintenant au marché. Alors évidemment, il y a eu le qu'on a eu le mercredi, hein, les minutes de la Fed qui clairement font apparaître un durcissement dans la tonalité de la voix de la Réserve fédérale. Non seulement
le marché commence à anticiper 4 hausses des taux en 2022, mais surtout il commence à craindre un, euh, une réduction du bilan de la Réserve fédérale. Alors, euh, quand le bilan de la Réserve fédérale augmente, on appelle ça un peu, enfin en jargon, on va dire populaire, la planche à billets. C'est-à-dire que la Fed augmente son bilan, elle rachète des obligations, donc elle augmente la taille de son bilan. Ensuite, l'augmentation depuis maintenant novembre, on a une réduction de la hausse du bilan de la Fed. Donc le bilan de la Fed continue à augmenter, mais de moins en moins vite. C'est ce qu'on observe depuis novembre. Mais ce qui commence à inquiéter les marchés, c'est pas tant la réduction de la hausse, c'est une inversion de l'évolution du bilan de la Fed, c'est-à-dire une baisse du bilan de la Fed, ce qui correspond à quoi? C'est-à-dire que la Réserve fédérale commence à vendre les obligations d'États et d'entreprises qui ont été rachetées sur le marché. Et ça, évidemment, ça fait très peur au marché parce que la Réserve fédérale, c'est un acteur, hein, c'est un très très gros acteur. Donc si elle se met à vendre les obligations qu'elle a achetées, c'est un peu l'inverse de la planche à billets, forcément, on se retrouve avec beaucoup plus de titres en vente sur le marché, et donc cela peut déstabiliser les lois de l'offre et la demande, avec beaucoup plus finalement de titres à offrir, hein, à vendre, que d'acheteurs. Donc ça, évidemment, ça provoque une baisse de la valeur des obligations. Donc cette anticipation de la réduction du bilan de la Fed provoque une baisse de la valeur des obligations, et donc en corollaire une hausse des taux, puisque les taux évoluent en sens inverse des obligations. Alors, on va passer maintenant aux actions, et là, on commence par le CAC 40. Alors, le CAC 40, alors je vous avais dit, hein, une semaine avant la fin de l'année 2021 qu'on risquait de voir psychologiquement les gérants actions pousser le CAC 40 à finir au sommet historique le 31 décembre. Finalement, ça n'a pas tout à fait été le cas, puisque le sommet historique du CAC 40 a été touché plus tôt le 30 décembre, donc la veille, à presque 7200 points. Et puis le 31 décembre a été un petit peu décevant, on est retombé à 7160 points. Donc le CAC 40 a fini le dernier jour de l'année. Le dernier jour de l'année a été une séance de baisse du CAC 40, même si évidemment sur l'année 2021, l'indice parisien affiche 30% de hausse. Et du coup, en fait, cette hausse que je voyais, ce rallye que je voyais entre Noël et Nouvel An, en fait, il a eu lieu en fait cette semaine. Première semaine, hein, le CAC 40 attaque très très fort, hein. Première semaine de l'année 2022, on a envoyé 3 grosses bougies de hausse, hein, et lundi, paf, première envolée lyrique du CAC 40 qui explose les 7200 points. Et ensuite, on a une deuxième envolée, hein, mardi, où on explose carrément les 7300 points. On va à 7300 points, on consolide un petit peu, et paf, mercredi, nouvelle envolée haussière, hein, pour aller chercher quasiment les 7400 points. C'est énorme, on a pris quasiment en 3 jours 300 points, 100 points par jour. Et puis là, donc on a été en mode hausse exponentielle, un bouquet final. Et là, paf, le CAC 40 a corrigé presque aussi vite qu'il a augmenté. Et cette correction, en fait, a été déclenchée par la publication des minutes de la Fed qui font craindre au marché un durcissement beaucoup plus violent du resserrement monétaire. Et là, évidemment, on a eu un CAC 40 qui s'est retourné assez fortement, qui a perdu quasiment, qui a même perdu à un moment tous ses gains depuis le début de l'année. Mais ça c'est très positif, enfin c'est plutôt positif pour l'indice français, enfin l'indice parisien. Il est venu se poser aujourd'hui, donc vendredi 7 janvier, sur ses records de 2021. Donc il est venu se poser quasiment sur son cours de clôture de 2021 avant de rebondir au-dessus de 7200 pour finir la semaine à 7224 points. Donc on a une configuration qui est, on va dire, qui est un petit peu, enfin, comment dire, qui peut paraître un peu inquiétante parce que qu'en général, souvent, hein, les cracks sont souvent précédés d'envolées irrationnelles. On a souvent
vraiment une dernière poussée haussière, hein, type bouquet final, avant un retournement très violent. Donc là, c'est un petit peu ce qu'on a observé, hein, la chute a été assez forte, hein, surtout motivée quand même par des considérations économiques. Le côté positif, on va dire, c'est que le CAC 40 s'est repris, hein, il a réussi à tenir finalement, à tenir au-dessus de ses records de 2021 et à terminer l'année positif. Donc du coup, bah, sur cette première semaine de l'année 2022, le CAC 40 reste dans le vert sur la première semaine de 2022. Et quand on prend un graphique de long terme, hein, qui intègre le crack lié au Covid et la remontada qui a suivi, on voit que le CAC 40 est clairement encore, hein, sur une tendance de long terme très haussière, puisque le CAC 40 se situe au-dessus de ses moyennes mobiles 20 jours, 50 jours et 100 jours. Donc on a une configuration qui est très favorable encore à l'indice parisien. Alors pour aller un peu plus dans la micro économie, la bourse de Paris, hein, elle est soutenue, hein, je l'ai déjà dit, hein, par les calls, hein, c'est l'équivalent des GAFA, mais ce sont les valeurs du luxe, hein, Cole, hein, Kering, Hermès, L'Oréal et LVMH. Et il ne faut pas oublier non plus, hein, souvent on parle beaucoup de Elon Musk, de Jeff Bezos, enfin des stars, des GAFA aux États-Unis, mais il faut savoir, hein, ça souvent on l'oublie, mais Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates ont beaucoup moins de pouvoir en face du gouvernement américain, notamment Elizabeth Warren, donc la vice-présidente de Joe Biden, qui est qui a plutôt une politique sociale, qui milite pour la réduction des inégalités, qui veut taxer carrément les plus-values latentes, hein, latente bah, des riches, hein, de ceux qui détiennent les actions. Et donc, ces personnes-là, en fait, finalement, même Elon Musk, hein, l'homme le plus riche du monde et qui a été consacré par le Time, a beaucoup moins de pouvoir face au président des États-Unis et face à la Fed que, par exemple, en France, où Bernard Arnault a un pouvoir énorme. Alors on le voit pas, c'est pas quelqu'un qui tweet, c'est pas voilà, c'est pas Elon Musk, hein, quelqu'un qui est très discret, mais il a beaucoup plus de pouvoir euh, vis-à-vis des politiques, notamment vis-à-vis du président de la République, vis-à-vis aussi de la présidente de la Banque centrale européenne. Il a un pouvoir d'influence qui est beaucoup plus élevé que les patrons d'entreprises américaines. Alors ça c'est la situation aujourd'hui. On n'en parle pas beaucoup, mais voilà. Et donc évidemment, la bourse française, disons, voilà, elle est paradoxalement, au moment où je parle en tout cas, moins sujette à un risque de resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale que la bourse américaine. Parce qu'aujourd'hui, hein, Christine Lagarde, clairement, elle n'est pas du tout pressée de resserrer la vis. Et quant au gouvernement français, bon, il y a les élections qui approchent, on fait des chèques un petit peu à tout va. Les campagnes électorales sont en grande partie financées, hein, voilà, par des grands patrons, notamment du luxe, qui quelque part, bon, pour eux l'inflation c'est pas forcément un problème, hein, même s'il y a 5-10% d'inflation, les sacs Hermès seront toujours aussi recherchés. Euh, donc c'est vrai que bah, paradoxalement, le CAC 40 est dans une configuration plus favorable que le Dow Jones. Justement, le Dow Jones, alors là j'ai pris un graphique qui remonte à voilà, au 22 décembre, hein, 2021, où là on voit, hein, le Dow Jones qui attaque la barre violette que vous voyez, c'est le cours de clôture du Dow Jones le 31 décembre 2021. Donc on voit un petit peu comme le CAC 40 une remontada, hein, une montée, hein, les 3 premiers jours de 2022, une montée du Dow Jones vers quasiment 37 000 points. Vous avez les minutes de la Fed, donc pareil, on a un mouvement de baisse, mais contrairement au CAC 40, et ça c'est intéressant à souligner, bah, le Dow Jones, aussi incroyable que ça paraisse, il termine en baisse. Le Dow Jones est en baisse. Alors c'est pas une grosse baisse, hein, c'est une
petite baisse de 0,3-0,4%, mais quand même, le Dow Jones, il a fait une envolée de type entre guillemets mode bouquet final, mais la chute qui a eu lieu après cette envolée, elle le ramène en dessous de son niveau du 31 décembre 2021. En dessous, on le voit bien, 36 240, donc on est à plus de 100 points en dessous de son niveau du 31-12. Donc cette première semaine 2021, qui est très fort, qui est psychologiquement très importante, hein, c'est important de bien démarrer l'année, bah, le Dow Jones la termine en baisse, alors que sur le CAC 40, hein, on termine en hausse, on est au-dessus on reste au-dessus du niveau du 31 décembre. Donc ça, c'est voilà, on a une configuration qui est paradoxalement plus favorable pour les actions françaises que sur les actions américaines. Et ça s'explique d'un point de vue macroéconomique, hein, les, euh, les GAFA n'aiment pas les hausses de taux. Les GAFA, en général, n'aiment pas trop l'inflation et surtout les hausses de taux qui l'accompagnent. À l'inverse, en Europe, on n'est pas pressé de remonter les taux. Visiblement, l'inflation, Christine Lagarde continue à utiliser le mot temporaire et les valeurs du luxe ne sont plutôt, voilà, elles préfèrent un monde inflationniste où elles peuvent facilement monter leurs prix, impacter la hausse des prix sur leurs clients que la déflation. Et on le voit justement sur la comparaison entre le CAC 40 et le Dow Jones. Alors sur la Chine, bah voilà, la configuration de la bourse chinoise est toujours un petit peu chaotique, hein, on continue. Donc après la chute, hein, observée durant la première moitié de l'année 2021, bah, la bourse chinoise ne fait rien, elle continue à osciller entre 14 500 points et 16 500 points. On a toujours ce canal, hein, où la bourse chinoise continue à osciller. Il ne se passe pas vraiment, on va dire, grand-chose de ce côté-là, hein. Donc toute la crise, hein, liée à Evergrande, elle est déjà, on voit bien qu'elle est déjà dans les cours. Le marché ne réagit plus trop au déboire d'Evergrande, mais d'un autre côté, il n'y a pas forcément cet engouement pour le moment pour des acheteurs pour rentrer dans un marché chinois qui est un relativement bon marché, hein, je dis bien relativement bon marché par rapport au marché américain et européen. Donc voilà, donc il faut quand même faire attention. C'est pas parce qu'un marché a plus baissé qu'il faut se précipiter dessus et faire des effets de levier. Par contre, c'est vrai que ça peut être intéressant quand on regarde, hein, par rapport aux 20 000 points où se situe la bourse chinoise, ça peut être intéressant sur une optique patrimoniale, voire même de construction patrimoniale pour ses enfants. Pourquoi pas de rentrer sur ce marché en mode DCA, dollar cost averaging. Voilà, ça peut être éventuellement une solution de jouer ce marché, hein, mais hein, attention, hein, évitons les effets de levier, évitons toutes ces choses-là, hein, à moins d'être un trader averti. Faut être très très prudent. Alors dans les déceptions, on continue donc avec l'or. Bah écoutez, l'or commence 2022 dans la suite de 2021. Très 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 décevant. On a eu une tentative dès le début de la semaine, dans les 3 premiers jours de 2022, de l'ordre d'exploser, hein, de remonter, de repasser les 1800 $ l'once. On a pu croire à un moment qu'on allait y arriver, on était remonté à 1830 $ l'once. On s'est dit ça y est, enfin. Et puis, ben, les minutes de la fête sont arrivées, hein, perspective de hausse des taux, de renforcement du dollar, hein, l'or est libellé en dollars, et là l'or rebaisse, on voit là, alors c'est un graphique de long terme, mais on voit la rechute de l'or sous les 1800 $ l'once, il termine la semaine sous les 1800 $ de l'once. Donc c'est encore, voilà, encore une déception pour le métal jaune, hein. Je vous ai montré ici sur ce graphique de long terme, hein, sur 2 ans, on voit, hein, depuis 18 mois, hein, depuis le point haut d'août 2020, on a des triangles, hein, de plus en plus bas. Donc on a quand même une pression à la baisse sur l'or, mais il faut reconnaître que le métal jaune tient
il tient très, très bien la zone des 1 700 $ l'once. Pour le moment, on est dans un phénomène, dans un mode de consolidation, voilà, une consolidation qui commence à durer, hein. Les cycles sur l'or sont assez longs, mais on a une consolidation qui semble s'installer sur quasiment, on va dire, 2 ans. On va peut-être sortir de ce triangle, peut-être d'ici 6 mois. On verra à la hausse ou à la baisse, hein, ça dépendra de pas mal de choses. Alors sur l'argent, là pour le coup, le support majeur des 22 $, on a un support majeur, on le voit, la ligne verte, hein, qui est de plus en plus menacée. On voit les rebonds, hein, sur cette zone des 22 $. Vous voyez, on a eu au début, en 2020, à la fin de l'année 2020, on a eu un double creux sur 22 $, puis on a rebondi très fort pour revenir vers 30 $. Et puis depuis, vous voyez, on rebaisse, hein, l'argent est sous pression, et là on voit, on a tapé 22 $, on est remonté fortement vers 25, on retape 22 $, on remonte vers 25 $, mais de manière quand même beaucoup plus poussive, hein. Regardez ma souris où je mets, puis on redescend sur 22 $, et là on remonte, mais on voit bien, on n'arrive pas du tout à revenir vers 25 $, et là on rebaisse vers 22 $. Donc on sent, hein, les acheteurs, qui veulent tenir les 22 $, ils semblent s'essouffler, hein. On a de plus en plus de mal à tenir cette zone des 22 $. Ce qui pourrait, voilà, il y a quand même un risque d'un point de vue graphique d'enfoncer les 22 $, et ça pourrait provoquer un mouvement de baisse assez fort de l'argent si on enfonçait les 22 $. Donc là, je vous parle d'une approche, on va dire, une approche de trader, une approche technique. Maintenant, si vous n'avez pas du tout d'argent en portefeuille et que vous avez une vision patrimoniale de la chose, les cours de l'argent restent quand même intéressants. Ils restent quand même intéressants. 22 $ l'once d'argent, c'est même pas 20 euros, hein. Si vous convertissez ça en euros, c'est même pas 20 euros. Une once d'argent, c'est quand même 31 grammes d'argent. 20 euros, c'est un billet de vin, comme la banque centrale en imprime des tombereaux. Bon, voilà, une belle pièce d'argent pour moi, d'argent pur, de 30 grammes. Elle est quand même beaucoup plus dure à fabriquer, à extraire, à fabriquer, qu'un billet de 20 euros qui sort des imprimantes. Donc d'un point de vue patrimonial, ça peut être intéressant. Voilà, ça peut être un point d'entrée intéressant. De l'argent comme de l'or d'ailleurs, soit au travers de contrats, soit au travers d'achats de pièces, hein, soit éventuellement au travers d'achats de minières, aurifères ou argentifères. Mais là encore, hein, il faut y aller de manière, si vous voulez aller sur ces marchés, il faut y aller de manière progressive, hein. Il ne s'agit pas de faire des coups. Et enfin, je termine par les cryptos avec une construction, voilà, on a une volatilité qui remonte, hein, sur les cryptos, hein, et surtout, hein, ce qui est assez inquiétant, on voit apparaître un canal baissier. Vous voyez cette ligne violette, hein, qui sert de résistance au cours. Donc on a l'apparition, hein, d'un canal baissier qui dure, hein, sur 2 mois maintenant. Euh, on voit bien que la zone des 70 $, 70 000 $, le Bitcoin n'est pas du tout prêt à être franchi à la hausse. Et là, on voit ce canal baissier se former. Et donc là, il va falloir vraiment surveiller cette zone des 40 000 points, 40 000 $ le Bitcoin, et la zone des 30 000 $. Si on enfonce les 40 000 $, on peut aller très vite vers 30 000. Et si jamais le rebond sur 30 000 n'est pas significatif, n'est pas vigoureux, et que les 30 000 sont enfoncés, là on pourrait avoir appelons un chat un chat, une débâcle sur le Bitcoin, et par contagion sur l'ensemble des crypto-monnaies. Voilà ce que j'avais à dire, hein, pour ce premier point de marché de l'année. Donc résumé des tendances, le CAC 40 est le grand vainqueur des classes d'actifs, hein. C'est quasiment, malgré les minutes de la fête qui ont quand même été très très dures, hein, c'est quasiment le seul indice qui termine cette semaine dans le vert, il faut le rappeler, avec LVMH qui tient la corde, qui vraiment, qui fait de belles performances. Moi j'en ai acheté l'année dernière, LVMH.
voilà, donc ça fait que je suis pas mécontent de cette valeur du luxe. Alors non pas tant que je crois en la valeur, mais voilà, je pense que, voilà, quelqu'un comme Bernard Arnault qui est très voilà, qui est très ambitieux, il a un pouvoir aussi de décision, un pouvoir d'influence. C'est un petit peu ça que j'ai acheté aussi, au travers du luxe et du CAC 40 puisque le CAC 40 est fortement corrélé à LVMH. Le Dow Jones, qui, comme je l'ai dit, commence la première semaine de l'année en baisse. Donc ça, c'est quand même une contre-performance, hein, notamment depuis les minutes de la Fed. Les cryptos qui sont menacés carrément de capitulation, hein, les cryptos sont fortement sous pression. Donc je vous ai montré, hein, le graphique du Bitcoin, hein, qui est quand même qui est pas très favorable sur les 2-3 derniers mois. Et paradoxalement, les cryptos souffrent, mais ça ne veut pas dire que les métaux précieux profitent de cette baisse des cryptos, parce que les métaux précieux continuent à souffrir, hein. L'argent qui menace d'enfoncer les supports des 22 dollars l'once, et l'or qui n'arrive pas à s'extraire des 1800 dollars l'once. Donc les métaux précieux, c'est compliqué, c'est compliqué. Ils ont été très décevants en 2021. Ce sont les seuls actifs, hein, l'or et l'argent, qui ont fini l'année 2021 en baisse, carrément en baisse, avec les actions chinoises. Ben, ils démarrent 2022, là encore, de manière assez décevante. Et puis je termine, hein, par un marché obligataire qui est fortement sous pression. Donc évidemment, la Fed menace de relever les taux, de réduire son bilan. Donc forcément, on a eu des taux qui se sont tendus, et donc du coup, on a eu des dégagements, des baisses dans les portefeuilles obligataires. Voilà, donc ce qu'il faudra surveiller maintenant pour la semaine prochaine, donc on va avoir encore l'inflation, des chiffres d'inflation avec la publication des prix à la production aux États-Unis et en Chine, donc le 10 janvier, suivi 2 jours plus tard par la publication des prix à la consommation cette fois aux États-Unis et en Chine. Donc je le rappelle, hein, les prix à la production, ce sont les prix auxquels que les entreprises doivent payer pour s'approprier, bah, les matières premières. Et ensuite, les prix de consommation à la consommation, ce sont les prix auxquels les entreprises vont répercuter cela au consommateur final. Donc ça, c'est très important de voir l'évolution des prix à la production et de la consommation. Ça va être intéressant, hein. Si les prix à la production continuent à augmenter, est-ce que les entreprises vont limiter la hausse de leur prix de vente, donc rogner sur leur marge, ou au contraire, est-ce qu'elles vont tenter de répercuter cette hausse sur le client? Donc ça, ce sont des chiffres qui vont arriver la semaine prochaine. Et enfin, le 13 janvier, on a le chiffre, hein, les offres d'emploi aux États-Unis, voir un petit peu où en est aussi, hein, le marché de l'emploi. Parce que si on a des hausses de prix et des tensions, des pénuries de main-d'œuvre sur le marché de l'emploi aux États-Unis, là on pourrait avoir réellement un dérapage de l'inflation par des spirales boucle prix-salaire. Voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de semaine à toutes et à tous, hein, une bonne reprise, hein. Et puis, bah, écoutez, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau point de marché. Voilà, prenez bien soin de vous et passez un très bon début d'année 2022. À bientôt, salut à tous.